bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de 15h à 16h30 sur notre antenne. Aujourd'hui, mon invité est un homme de poigne, Cyril Benzaken, athlète français de Muay Thai et de kickboxing. Il est champion du monde dans les deux disciplines, mais aussi mannequin à ses heures perdues. 1m83, 81 kg. À 32 ans, le jeune sportif diplômé de l'université Paris-Dauphine enchaîne les victoires. Comment devient-on un champion ? Que faut-il pour y parvenir ? Est-ce dans la tête et dans la force du mental ou dans les jambes et dans les bras que cela se passe ? Alors installez-vous, on met les gants en direct aujourd'hui sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Ah bah oui, on était obligé, Cyril Benzaken. C'était obligé. Vous êtes d'accord ? C'est très flatteur. En tout cas, bonjour Cyrielle, bonjour à tous les auditeurs. Je suis très heureux d'être ici. Eh bien, on est ravis de vous recevoir. Vous avez à peine 32 ans. Voilà, c'était début octobre, je crois, votre anniversaire. Ouais, c'est tout frais, exactement. C'est tout frais. Franchement, vous avez tout juste, mis à part un point, mais c'est pas votre faute. Dites-moi tout. C'est en fait 2 cm qui me manquent, parce que je fais 1m85. C'est pas vrai. Ouais, voilà, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est encore mieux, mais c'est vrai que sur tous les réseaux, il est noté 1m83. Il faudra demander à monsieur Wikipédia de changer tout ça. Exactement. On va s'en occuper. Alors, est-ce que je suis juste si je vous dis que vous êtes 5 fois champion du monde de kickboxing et de Muay Thai ? Exactement. Là, on est bon. 2 disciplines où il faut très certainement un mental de faire et d'en faire. Est-ce que cela fait de vous un homme de poigne ? Alors, ça fait surtout de moi un homme de caractère, parce que si vous voulez, pour arriver à un objectif tel que celui que j'ai atteint d'être champion du monde, c'est surtout de l'abnégation, se dire bah voilà, j'ai un objectif, j'ai une vision, comment je vais faire pour maintenir l'objectif, parce que du coup c'est répété d'être plusieurs fois champion du monde, mais surtout comment je vais le devenir, comment partir en fait d'un rêve d'enfant quand j'étais adolescent à 13 ans et que je me suis rendu dans cette salle pour y parvenir, mais j'en dis déjà trop. On va y venir. Non, pas du tout, on va y venir, mais alors justement, ce qui m'intéresse, c'est avant même tout ça, c'est comment vous, si j'ai envie de dire, vous tombez dans la soupe. Comment ça se passe ? À quel moment vous vous dites « j'ai envie de faire ce sport-là » ? Alors, en fait, j'avais pas de prédisposition à faire particulièrement des sports de combat. Si vous voulez, je suis un jeune adolescent de 13 ans. À l'époque, les garçons vont faire du foot et les hommes vont faire de la boxe. Donc, je me dis... Ça peut être pas mal. Ouais, ça aurait pu être le foot, mais vous avez envie de bagarre, en tout cas. Non, je plaisante. Mais ouais. Et moi, en fait, j'avais envie de faire un sport de combat. Okay. Et il y avait un club près de chez moi, et donc c'est assez naturellement que je me suis rendu. Chez vous à Clamart ? Alors pas à Clamart exactement, à Châtillon, mais dans une ville limitrophe. Et en fait, c'est comme si j'avais goûté à mon propre sang, c'est-à-dire que vous le dites souvent ça. Ouais, au bout de quelques entraînements, alors je dirais peut-être pas le premier, mais j'ai dû faire 2 semaines de cours pour comprendre que c'était ça que j'allais faire de ma vie. Et alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir vu des compétiteurs, l'entraîneur qui était champion, ce qu'il dégageait en tant qu'athlète, en tant que champion, tout son charisme et toute son aura, ont fait que ça m'a donné envie d'être comme lui. Et à l'époque, je me disais, waouh, c'est un homme comme ça que j'ai envie de devenir, avec des muscles et donc tout. Vous trouvez une forme de modèle avec un entraîneur. Mais justement, est-ce que après ça, il y a des vrais modèles qui arrivent, en tout cas des modèles universels qu'on peut connaître, qu'on a vu nous au cinéma. Est-ce qu'il y a des figures célèbres qui vous inspirent ? Alors, il y a énormément de figures qui m'inspirent. Pour rester dans l'univers de la boxe, effectivement, il y a une figure qui est fictive qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai démarré la boxe, c'est Sylvester Stallone avec notamment les films Rocky et ses sagas, et il m'a inspiré pour 2 raisons. C'est parce qu'il a vraiment été acteur de son destin, en fait en prenant parti de lui-même écrire ses scénarios et d'en devenir l'acteur principal, et du coup il a vraiment designé un peu son destin sur mesure. Donc il m'a vraiment inspiré sur cet aspect-là. Et après, dans le sport, il y a des immenses athlètes comme Michael Jordan, Mohamed Ali qui m'ont forcément inspiré, parce que ce sont des icônes au-delà de leur sport. Alors on va en parler, mais je suis obligée de vous demander parce que moi j'ai des références. Et Karate Kid en fait partie. Je ne sais pas si c'est votre cas. C'est sorti en 1984. Vous aviez 5 ans, il me semble, à l'époque. Est-ce que Maître Miyagi, Daniel Sam font partie de vos références ?
Alors malheureusement, j'étais trop jeune puisque moi je suis né en 89, du coup, j'ai pas Du coup, pu c'est pas quelque chose que vous avez vu où il y a ouais. lustré, frotté. Eh ben, il faudrait faire une petite séance de rattrapage parce que je vous assure que c'est très inspirant. Et quand on est petit, ça donne des idées. Alors, l'année de votre naissance, en 1989, sort Kickboxer. Ça, je suis sûre que vous l'avez vu avec Jean-Claude Van Damme. Il doit affronter un impitoyable combattant meurtrier pour venger son frère. On se souvient de la fameuse scène finale avec du verre concassé sur les poings du méchant Tongpo. Voilà, c'est une scène qui a marqué énormément de monde. Est-ce que vous, cette scène vous a marqué ou d'autres scènes cultes du cinéma vous ont marqué? Bien sûr, alors bah, Jean-Claude Van Damme, il m'a forcément marqué et il a fait partie, on va dire, des athlètes qui ont démocratisé notre sport parce que avant son film, je sais pas si beaucoup de monde connaissait le kickboxing et Exactement. quand il a fait ce film, ben ça a tout de suite ben, développé l'image de ce sport et donc sa pratique et donc ben, on lui est reconnaissant pour ça. Après, en tant que comédien, bah, il m'a inspiré parce que voilà, c'est un comédien qui est pratiquant de sport de combat qui a émergé et qui a eu une réussite internationale hollywoodienne. Donc voilà, il m'inspire. Il y a aussi d'autres acteurs comme Dida Diafa qui a popularisé le Muay Thai en France. Alors qu'on se le dise, le Muay Thai, c'est la boxe thaï. Exactement, c'est C'est ça. simplement l'appellation en thaïlandais de dire Muay Thai, mais en français, ça se dit boxe Thai. Et alors vous, comment vous avez choisi finalement votre discipline? Comment peut-on faire la différence entre, pour ceux qui nous écoutent, et même moi je ne sais pas, le kickboxing, la boxe française, la boxe anglaise, la boxe Ouais. thaï? Comment vous avez choisi vous votre discipline et pourquoi? Alors, en fait, dans la famille de la boxe avec un grand B, il y a deux familles. Il y a la famille de la boxe traditionnelle, donc c'est la boxe anglaise qui se pratique uniquement avec les poings, et il y a la famille des boxes pieds-poings qu'on appelle, où il y a donc plusieurs catégories. Donc vous avez la boxe française qui est historiquement née en France, qui était très populaire au début du XXe siècle, qui est donc une boxe qui se pratique en combinaison, où les coups de pied sont un peu plus techniques et articulés de manière à taper à la touche plutôt qu'au KO. Ensuite, vous avez le full contact qui est la boxe américaine où là, pareil, ils ont des pantalons et les coups de pied doivent être distribués au-dessus de la ceinture. Et enfin, qui sont un peu plus, on va dire, hybrides, vous avez le kickboxing, donc on a le droit aux pieds, aux poings et aux genoux, et la boxe thaïlandaise où vous pouvez rajouter aussi les coups de coude. Et enfin, le dernier sport dont vous n'avez pas parlé mais qui fait fureur en ce moment, c'est le MMA où il y a aussi du combat au sol. Donc mixed martial art. Très bien. Alors à 14 ans, vous êtes amateur jusqu'à vos 18 ans et vous décidez de vous jeter sur le ring. Jusque-là, ça va, mais à un moment, vous voulez vous professionnaliser. Comment ça se passe? Je suppose que chez nous, on ne laisse pas partir aussi son bébé à l'aventure sur un ring et dans des combats comme ça. Pour vous qui êtes issu d'une famille marocaine juive traditionnaliste, comment vous avez dû gérer tout ça? Alors, bah, en fait, quand j'ai commencé à dire à mes parents que j'allais m'inscrire à la boxe, ils ont trouvé ça super parce qu'ils se sont dit, ah, voilà, mon fils va gagner en confiance, il va devenir sportif, c'est top. Mais dès que j'ai commencé à en parler d'un point de vue beaucoup plus professionnel, à m'impliquer davantage dans l'entraînement, ils ont commencé à avoir des frayeurs et des craintes. Et en fait, bah, quand je leur ai dit que je voulais en faire mon métier, au début, ils m'ont dit, non, mais la boxe, c'est pas un métier, il faut que tu fasses des études à côté, il y a tout un tas de choses que tu dois faire et ils avaient peur en fait tout simplement comme des bons parents qui ont peur pour leurs enfants aussi bien du peur du fait que c'est dangereux que Bien du fait sûr. que bah, je puisse manquer de moyens et ne pas gagner ma vie et en fait bah, du coup j'ai eu la chance grâce à mes parents de pouvoir faire le double projet et de continuer mes études après le bac en même temps que Et j'ai vous commencé faisiez les deux en même temps. C'est-à-dire que vous avez exactement été champion du monde en même temps que vous faisiez vos études. c'est tout à fait ouais. Et alors, à quel moment vous vous rendez compte que vous êtes doué? C'est-à-dire entre le fait que vous êtes amateur et que vous vous professionnalisez, que vous décidez en même temps de jongler justement avec les deux, avec voilà, la carrière professionnelle physique et puis le reste en faisant vos études supérieures, à quel moment vous vous dites, bon voilà, maintenant c'est bon, je sais que, ok, je veux faire ça quand même. Alors, en fait, je me suis jamais senti doué, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure des années, j'étais très impliqué, je m'entraînais beaucoup, plus que mes camarades, et donc je notais des progrès. Ça veut Après, dire quoi, s'entraîner beaucoup? Parce que je crois que c'est assez énormissime. s'entraîner beaucoup, bah, ça voulait dire, je m'entraînais le matin, parfois avant d'aller à l'école. Après, le midi, entre la pause, je m'entraînais encore. Et le soir, je me réentraînais. Donc,
C'est plus qu'un contrat à temps partiel, il faut le dire, c'est 25 heures par semaine, soit 12 à 13 fois par semaine. c'est ça, C'est énormissime. exactement. Et donc vous entraînez. Voilà, et donc je m'entraînais beaucoup. Et en fait, là où j'ai commencé à sentir, et c'est assez récent, hein, enfin assez récent, les années passent vite, mais on va Mm. dire, c'était pas au début de ma carrière que je m'en suis rendu compte, où j'ai ressenti en fait sur le ring que beaucoup d'athlètes, en fait, essayaient de faire la différence par la force et en fait oublier un peu la tactique. Non pas la technique, mais la tactique, c'est-à-dire la stratégie de combat. Et en fait, et progressivement, je me suis rendu compte que quand j'étais face à mes athlètes, c'était comme dans une discussion quand je rencontre quelqu'un, j'étais plutôt quelqu'un de réservé et que j'avais besoin de lire l'autre. Et en fait, cette capacité d'empathie, si je puis dire, en D'accord. fait, me permet de bien cerner mes adversaires et d'arriver à toucher La de manière faiblesse. précise et les faiblesses, voilà, plutôt que de parler en monologue et de chercher à faire tous les coups possibles parce que je les ai révisés. S'il y a un seul coup qui doit marcher, ben, je me concentre sur celui-là et j'essaye Et vous pas le de... sentez dans l'attitude quand vous êtes avec quelqu'un sur un ring où vous avez la possibilité de parler en amont avec vos adversaires, ce qui vous permet de les définir sur le ring. Alors c'est exactement, c'est un peu le cumul des deux, à la fois en amont parce que bah, dans la préparation on analyse un peu les adversaires, mais après il n'y a rien de plus vrai que le ring et quand on se retrouve face à son adversaire, il peut avoir fait une préparation différente et on voit tout de suite quelles sont ses armes et quelles sont ses faiblesses et comment on va pouvoir marquer nos points. Donc le mental a une force incroyable finalement au-delà des points. Eh bah, tout à ouais, au-delà des points exactement avec un G, le mental a une force incroyable. Bah, moi j'aime bien parler d'homéostasie générale où on a d'un côté le mental, de l'autre côté le cœur avec nos émotions et le physique et en fait c'est l'harmonie de ces trois pôles qui va faire qu'on est performant sur le ring. Et alors comment vous travaillez votre mental, vous, Cyril Benzaken? Alors mon mental, eh bien écoutez, je le travaille déjà en fait, je le travaille au quotidien en visualisant un peu là où je veux aller et ça me motive. Et ensuite, de manière plus spécifique à l'approche des combats, bah, je le travaille avec tout un tas d'exercices, avec notamment des préparateurs mentaux, où on va faire de la visualisation du combat. Ça peut être, enfin, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est me rendre sur le lieu du combat une semaine avant. Je fais tout le cérémonial avec l'échauffement, le combat que je voudrais faire, je le visualise, je m'enregistre avec mon dictaphone un peu décrire ce combat et après tout ça, ben, c'est une mécanique que je révise, donc que C'est je un fais. scénario même. C'est un scénario et en fait, vous faites ancrer un peu à vos cellules le futur Incroyable. Ouais. dans le présent, quoi. C'est passionnant. C'est un peu comme quand on prépare une émission de radio. On s'imagine Bah comment ouais, elle va être. exactement. Bah, écoutez, non, c'est très intéressant. Ça, vous voyez, je ne le savais pas, donc je suis ravie de l'apprendre parce que je pensais que finalement, on se préparait quelque part, là où vous avez l'habitude de vous entraîner, et puis vous découvriez le ring Alors le ça jour arrive même, en aussi, bien fait. sûr, ça arrive de temps en temps où je peux pas accéder au lieu. Mais si je peux pas accéder au lieu, en tout cas, je l'imagine au plus fort. Je fais travailler un peu tous mes sens pour essayer de les mobiliser au maximum et me rapprocher de l'objectif, donc de la victoire. Et c'est vrai que cette visualisation, ce qui est intéressant, c'est que quand on me demande souvent le meilleur souvenir que j'ai sur le ring, bah un des meilleurs souvenirs, en fait, c'est pas forcément sur le ring, mais c'était quand je me mettais à rêver, parce qu'à l'époque, je savais pas que c'était de la visualisation et que j'avais Ouais. 14-15 ans, et que dans ma chambre, en fait, je me visualisais en train de devenir champion du monde. Et du coup, en fait, j'ai tellement habitué mon cerveau, mon inconscient à tout ce que je voulais devenir, que le jour où c'est arrivé, ça m'a presque fait ni chaud C'était ni froid évident. parce que c'était évident et Ouais. je l'avais déjà vécu, en fait. Alors justement, vous parliez de vous tout petit. Au départ, vous n'êtes pas, vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas, même pas forcément doué. Vous êtes laborieux, mais c'est justement cette envie de travailler, de s'améliorer, de devenir quelqu'un qui fait que vous y arrivez. Et même, vous n'avez pas forcément le corps pour au départ. Donc c'est un vrai travail, une course de fond que vous avez menée jusqu'à maintenant. Exactement. Et en fait, pourquoi j'ai pu avoir ce chemin, c'est simplement la curiosité, parce que j'étais pas sportif, mais
c'est pas parce que j'étais sportif ou pas sportif, c'est parce que j'ai découvert ma passion. Et encore une fois, c'est le message que j'essaye de faire passer aux plus jeunes. Ben, l'important, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, la curiosité pour essayer de nouvelles choses. Et c'est en essayant de nouvelles choses qu'on peut trouver sa passion. Et en trouvant son passion, ben, on trouve parfois de belles choses à faire dans la vie. Et en tout cas, ça a été mon cas d'avoir la curiosité d'aller essayer la boxe, même si je m'y prédestinais pas forcément. C'est arrivé et puis en tout cas vous avez réalisé un rêve parce que c'est devenu après, un rêve quand vous avez trouvé votre voie et donc vous vous êtes, professionnalisé, assez rapidement. Vous êtes entré dans la cour des grands en parallèle de vos études, on l'a dit et vous avez décroché plusieurs médailles. D'abord en 2012, vous faites vos premiers combats professionnels, champion, de France en kickboxing en 2012 et en boxe thaï en 2013 et vous visez l'international dans le même temps. Vous participez à plusieurs compétitions internationales, vous devenez champion du monde en 2013 encore, puis champion du monde de boxe thaï en 2014. Enfin, ça s'enchaîne. C'est le début de la victoire et d'une carrière pour vous à ce moment-là. C'est incroyable ces années-là. Ouais, ces années-là, en fait, ce sont des années très très dures sportivement à l'époque parce que je me rappelle, il y avait énormément de combats et en fait, c'était des combats où quand tu perds un combat, t'es tout de suite éliminé parce que c'est des championnats avec élimination directe Ouais. et donc faut jamais perdre. Et donc, comme je cumulais en fait les deux disciplines à l'époque, ça me faisait énormément de combats et je me souviens encore de cette nostalgie et de cette énergie que j'avais à vouloir faire tous ces combats pour tous les gagner, quoi. Et alors votre entourage, comment il vit ça? J'imagine que vous avez une mère juive, donc bon. Alors à l'époque, ils étaient beaucoup moins compréhensifs que maintenant parce qu'en fait, Eh oui, vous il y avait partez pas. à l'aventure aussi à Ouais, ah oui, Pattaya. c'est vrai que je partais en Eh Thaïlande, oui. exactement. Ouais, ouais. Alors, en fait, il y avait surtout, ils étaient très inquiets parce que ils voyaient mon succès sur les rings, mais ils ne voyaient pas encore de réussite, on va dire professionnelle, Oui, de carrière associée entre de guillemets. carrière, et ils se disaient mais il va pas en vivre de ce sport et il met beaucoup d'énergie là-dedans, et donc il y avait beaucoup d'inquiétudes de ce point de vue-là, et moi j'étais en train de me structurer justement pour arriver à joindre les deux bouts et créer ce que j'avais envie de créer. Et donc, il y avait de l'inquiétude de leur part, mais aussi beaucoup de fierté. Et je crois que dans ma famille, j'ai été champion du monde bien avant de l'être pour de vrai, parce que vous savez comment ça fonctionne. On a dû souvent dire oui, oui, il est champion du monde, alors que j'avais même pas fait mon premier Ouais, combat. là, je me revois dans La vérité si je mens, quand on Voilà. crie champion du monde. Alors, vous avez, alors je pense que je me trompe au niveau des chiffres, 55 combats, un peu plus Oui, maintenant, je maintenant j'en ai pense, un peu hein. plus, j'en ai On va 70, je rappeler crois. Wikipédia, Ouais. ça va pas du tout. Plus de 46 victoires, vous ne connaissez quasiment jamais la défaite en vérité. Alors, malheureusement, je l'ai connue, alors malheureusement ou pas, en tout cas, elle m'a beaucoup appris et c'est parce que j'ai perdu que j'ai gagné derrière aussi. Bien sûr. Et si vous voulez, dans ma carrière, en fait, j'ai connu beaucoup de défaites sur mes premières rencontres, c'est-à-dire mon premier combat, ça a été une défaite. Mon premier combat pro, ça a été une défaite. Mon premier championnat du monde, ça a été une défaite en finale. Bon, quand même en finale, mais en finale quand même. Mais il faut s'accrocher à ce moment-là, hein, parce que c'est facile de lâcher, j'imagine. En fait, disons que j'étais tellement obsédé, c'est vraiment le mot en fait, c'est l'obsession. J'étais obsédé par la réussite, enfin je le suis encore, obsédé par ce que j'ai en tête, que après une défaite, ça ne fait que m'endurcir et me donner plus d'énergie pour la remettre à l'entraînement et dans ce qui n'a pas fonctionné pour y arriver. Alors, votre dernière victoire en championnat du monde, je crois que c'était en 2019. Oui, juste avant le Covid, Le 12 exactement. décembre 2019. Après, je pense qu'il n'y a pas eu de combat pendant une année. Ils ont dû faire une année blanche. C'est Et ça. donc là, le prochain combat, c'est quand? Alors le dernier c'était le 8 juillet du coup, mais il n'y avait pas de titre en jeu. Et le prochain, écoutez, on est en train d'en discuter, on n'a pas encore fixé de date et ça devrait être soit pour janvier, soit pour décembre. Ça vous motive? Ouais, je suis toujours motivé. Donc vous pensez continuer ça longtemps? Alors je pense continuer ça en fait le temps que ça me... Que physiquement, vous pouvez Exactement, continuer? tant que j'ai de la passion, tant que physiquement le corps suit, j'irai à fond. Mais a priori, si vous voulez des chiffres, on est parti pour encore une petite dizaine d'années, on va dire jusqu'à 38, 40 ans, quoi. Et après, est-ce que vous avez des idées de ce que vous avez envie de faire ou même en parallèle? Parce qu'il faut rappeler que vous avez fait des études à Dauphine, Ouais. des grosses
études. Vous avez un grand background. Est-ce que vous pensez peut-être cumuler avec une autre fonction, peut-être qui reste dans la boxe? Bien sûr. Alors, parallèlement, déjà, j'ai développé ma société de production qui produit une partie de mes combats et donc qui est une production audiovisuelle événementielle que j'ai développée. Ensuite, j'aimerais également développer dans le sport une structure, enfin ma salle de sport sur Paris. À côté de ça, je fais pas mal de conférences. Ça, pareil, ce sont des choses que je peux développer. Et enfin, il y a... Ah oui, et j'enseigne à Dauphine aussi. Ah, Depuis... J'enseigne à Dauphine depuis cette année. Dans le sport? Non, pas du tout. On appelle ça soft skills et en fait... Alors dites-nous ce que c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas Voilà. ce que c'est les soft skills. Alors soft skills, en fait, ce sont tout ce qui ne sont pas les compétences dures à proprement dit, style la compta, le contrôle de gestion, etc. Et donc, j'accompagne les étudiants sur un peu les ressources à mobiliser pour entreprendre, pour passer d'une idée à un chiffre d'affaires, sur quelles sont un peu les compétences à mobiliser pour y arriver. Donc, je me sers de mon expertise de sportif de haut niveau et de mon expertise professionnelle. Et en joignant les deux, j'essaye de transmettre aux étudiants. Ce que vous ne me dites pas, Cyril Benzaken, c'est que vous avez d'autres rêves, d'où ma question. Oui. Je crois que vous rêvez d'être comédien. Alors, exactement, j'y viens. En fait, dans un avenir, on va dire, peut-être pas lointain, mais je me suis toujours dit que ma carrière de boxeur était un peu une carrière artistique dans la mesure où, même si c'est pas tout à fait les mêmes rythmes, mais on va dire, je considère ça comme de l'art. D'ailleurs, on appelle ça le noble art. Et je m'étais dit, moi qui ai pris goût un peu aux écrans, aux caméras et au jeu, en fait, tout ce jeu-là, que je me verrais bien faire une carrière cinématographique. Après ma carrière de boxeur ou en même temps. Ou en même temps, parce qu'on regarde généralement ceux qui ont fait des sports de combat comme vous ont fait des films derrière, que ce soit Van Damme ou encore Dida Diafa que je citais tout à l'heure. Et voilà, et d'autres. Je pense que vous pourriez aisément faire un film sur votre vie. Ça se raconte, c'est quand même une Ouais, non, mais je suis ascension. d'accord. Ouais, écoutez, je serais très heureux de le faire. Et on lance la demande. Je crois qu'on peut la lancer. En parallèle, vous êtes également mannequin. Vous êtes ambassadeur de la marque de sport Everlast. Je vous l'adorais d'ailleurs, on va dire la vérité. Vous êtes habillé avec cette marque aujourd'hui, je l'ai vu. Et vous avez été en collaboration avec Jean-Paul Gaultier aussi, qui a signé une de vos tenues lors d'un combat en championnat du monde. Alors, en fait, c'est pas une signature, c'est que Jean-Paul Gaultier a créé en 2010 une tenue de boxe. Donc, il y avait un short de boxe et un peignoir haute couture qui n'ont servi qu'une fois pour un défilé. Et depuis, c'était mis un peu aux oubliettes. Et en le rencontrant, on a eu l'envie de la ressortir et de la remettre sur mesure. Au goût du jour. Au goût du jour. Et du coup, j'ai boxé avec je crois, sur 2 championnats du monde. Et c'était un peu ma première tenue officielle. Et du coup, c'était juste incroyable d'être habillé par cette icône de la mode et en plus français. Bien évidemment. On va poursuivre cette émission avec vous encore Cyril Benzaken, et je retiens déjà que vous avez un mental d'enfer. On continue à parler de vous et avec vous dans cette émission. Et d'ailleurs, nos auditeurs peuvent aussi le faire en direct. Pour cela, il suffit de nous écrire sur cyrielsaracohen@gmail.com ou sur le compte Instagram de Radio J. Dans un instant, on fait plus léger. Le temps de souffler avec nos chroniqueurs Hélène Kuttner, Margot Haddad, Rudy Doucan alias Baba Rudy pour parler théâtre, musique, émotion, gastronomie et surprise. Et je vous réserve une surprise de taille à la fin de cette émission. Mettez-vous à l'aise, on poursuit avec vous aussi juste après le rappel des titres dans un instant sur Radio J.